أولا شكرا للساهرين على تنظيم هذا اللقاء المهم، وهذا تبين الاهتمام الكبير ديال المجتمع المدني ومن خلال الIMCDD الاهتمام بهذا الموضوع المهم والحساس. فيما يخص المداخلة ديالي أنا غادي نطرق 3 ديال النقط، 3 axes: le pourquoi, le comment pour accélérer la transition, et un 3e point اللي غادي نشوف فيه un constat et perspective pour une mobilité urbaine durable. Alors, concernant le pourquoi, الأسباب ولا الدوافع pour cette transition هي اللي طرق لها السي حسن والسي الهلالي، يعني غادي نمر عليها بسرعة باش ما نتعطلش. La mobilité représente un enjeu économique, social et environnemental considérable pour les territoires. L'impact des transports dans notre société se manifeste par différents facteurs: l'augmentation continue des déplacements, la croissance des nuisances et des émissions des gaz à effet de serre et leur impact sur l'environnement et la santé, le partage de l'espace public dans les villes, les phénomènes de congestion et de perte d'accessibilité engendrés. Je ne vois pas, la bande, il me cache. Voilà. Alors, d'où nécessité de s'interroger sur les paradigmes actuels du transport, et d'appréhender les problèmes de la mobilité qui touchent au cadre de la vie, à la qualité de l'air, à la bonne gestion des espaces et à la transition énergétique en général. Alors, toujours le pourquoi. Alors, le secteur du transport est l'un des principaux facteurs de pollution et du changement climatique. Le contexte mondial et le contexte national. Alors, lors de la COP 21, le consensus principal des parties était de maintenir le réchauffement climatique sous la barre de 2 degrés Celsius causée par les émissions de gaz à effet de serre. Le transport mondial, acteur clé de cette bataille, est responsable de près de 8 millions de tonnes d'émissions de CO2, soit 25% en 2016. La pollution atmosphérique est devenue le 4e facteur de décès prématurés dans le monde, avec 5,5 millions de cas. Et la contribution du transport à cette pollution est très importante, essentiellement dans les centres-villes des grandes agglomérations. Au niveau national, le transport dépend de 99% des produits pétroliers et consomme 45% des énergies fossiles importées à l'échelle nationale. Il est responsable de l'émission de 16% des GES au niveau national et à 23% des émissions du secteur de l'énergie, toujours avec des sources en bas. La tendance sera amenée à s'aggraver, bien sûr, vu le taux d'accroissement annuel du parc automobile, les les émissions des gaz à effet de serre du secteur quadruplent d'ici 2040. Face à ce constat, le Maroc s'est fixé un objectif conditionnel, les 42% de réduction de ces émissions des gaz à effet de serre dans le cadre de sa nouvelle contribution de l'NDC d'ici 2030. En parallèle, les objectifs énergétiques du Maroc sont encourageants. 52% de capacité électrique installée seront de sources renouvelables et 15% d'économie d'énergie au niveau national d'ici 2030. D'un autre côté, le rôle du transport dans le développement socio-économique, la mobilité efficace des personnes et des biens constitue un levier clé pour le développement socio-économique. 14 لائحة. إلا شفتي في هذيك الورقة اللي صيفط لك راه كاين 72 لائحة. Quelqu'un utilise le micro. Elle contribue à la performance des industries et crée l'accès aux opportunités économiques et aux services sociaux. Pour pouvoir satisfaire la demande croissante des mouvements. OK. Pour pouvoir satisfaire la demande croissante des mouvements de biens et de personnes, tout en soutenant le développement durable, les systèmes de mobilité doivent devenir plus performants, réduire leur dépendance aux énergies fossiles, réduire leur impact négatif aux ressources naturelles
et réduire leur impact à la santé des personnes aussi. Alors, toujours facteur durable, facteur de développement durable, la transition du transport vers une mobilité durable constitue une composante indispensable pour atteindre les objectifs définis par l'accord de Paris et par le nouvel agenda urbain, pour soutenir le développement durable et pour lutter contre le changement climatique. Alors, elle est l'un des facteurs clés pour un développement durable qui assure l'équilibre, et je souligne l'équilibre entre les objectifs économiques, énergétiques, environnementaux et sociaux. D'où, je crois que ça justifie le pourquoi et d'où l'urgence de mettre en œuvre des alternatives qui puissent permettre cette transition. Alors, on passe au comment. J'ai avancé des hypothèses que je vais essayer de vérifier. C'est des conditions de base pour pouvoir aller vers la mobilité durable, transiter vers la mobilité durable. En premier lieu, il faut avoir une politique volontariste, traduire cette politique en stratégie réalisable et préciser les échéanciers et les actions à entreprendre. Mettre en place un système de bonne gouvernance, de suivi et d'évaluation avec des indicateurs mesurables. Saisir et valoriser les opportunités internes et externes qui se présentent. Le programme des Nations Unies pour l'environnement, les programmes de l'efficience énergétique, la transition numérique, la digitalisation de la logistique, en rapport avec le transport bien sûr, et le financement vert. Promouvoir l'investissement privé dans le domaine, soutenir et encourager la recherche scientifique, et encourager et impliquer la société civile avec des ONG, des associations qualifiées qui proposent des alternatives. C'est des hypothèses que j'ai avancées et je vais essayer de les voir. Alors, concernant la volonté politique, nous avons des référentiels institutionnels qui consacrent le développement durable. L'article 31 de la nouvelle constitution, le développement durable est un droit de tous les citoyens. À travers la loi cadre 99/12 de la Charte nationale de l'environnement, du développement durable, le transport est l'un des secteurs disposant d'une haute potentialité de durabilité et présentant un caractère prioritaire en termes d'exigence de respect du développement durable. Et puis, il y a, dans cette volonté politique, j'ai relevé quelques ministères directement liés par la thématique, à savoir le ministère de l'Énergie, des Mines et de l'Environnement, le ministère de l'Équipement, Transport, de la Logistique et de l'Eau, et le ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la Ville. Les trois secteurs, qu'est-ce qu'ils proposent comme volonté politique pour transiter vers la mobilité durable. Alors, concernant le premier, c'est le ministère de l'Énergie, des Mines et de l'Environnement, il y a la stratégie nationale de développement durable, c'est la feuille de route du Maroc à l'horizon 2030 dans le domaine de l'environnement, comprenant la composante mobilité durable. On a la stratégie 1, au niveau de l'objectif 6, développer l'exemplarité des acteurs publics en matière de mobilité, c'est-à-dire promouvoir l'usage des véhicules électriques et hybrides et respecter la norme de 120 grammes de CO2 par kilomètre. L'axe stratégique 8, promouvoir la mobilité durable à travers l'objectif 55, améliorer l'efficacité énergétique dans le secteur de transport et promouvoir les transports propres. Pardon. Développer le transport multimodal et fournir des services. Oui. Et fournir des services logistiques intégrés et compétitifs. Là, c'est. Il y a quelqu'un qui parle. On ne peut pas. Enfin, s'il vous plaît, éteignez les micros. Alors, concernant toujours ce ministère, le plan stratégique 2017-2021 du ministère de l'équipement, transport, de logistique et de l'eau, les axes de la feuille de route sont présentés par ce graphique, ou bien cette image. Il y a les outils de
réglementaire et financier, la construction et adaptation des infrastructures, solutions adaptées au monde rural, réduire les déplacements non nécessaires, défragmenter et raccourcir les chaînes logistiques, optimisation de l'efficacité des modes des systèmes, énergie bas carbone, transformation urbaine synergétique et sécurité routière. Ça, c'est les axes de travail sur lesquels se base le plan stratégique du ministère. Alors, concernant le ministère de l'Aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville, généraliser les pactes urbains durant les années 2021-2023. Le milieu urbain focalise le plus l'attention, notamment avec 117 conventions signées avec les villes. Exploiter et valoriser les études et prospections réalisées concernant la transition numérique des espaces, la gestion des risques, ainsi que la mobilité et les déplacements urbains. Le guide référentiel pour les espaces publics urbains, améliorer la mobilité, l'accessibilité et la sécurité des transports en commun en généralisant les PDU, les plans de déplacement urbain pour les grandes villes, soutenir les acteurs locaux du transport, c'est-à-dire les SDL. D'après ces trois ministères qu'on a cités, et ne sont pas les seuls, on remarque qu'il y a des stratégies et des visions claires pour une transition vers la mobilité durable. Mais le problème, c'est la mise en œuvre. وهو تنزيل هذه الإجراءات أو هذه الرؤى الاستراتيجية هو اللي غادي يبقى كعامل أساسي اللي غادي يمكننا من المرور إلى la mobilité durable. Je m'excuse. Concernant le deuxième point, c'est saisir et valoriser les opportunités internes et externes. Des exemples à titre indicatif. Il y a la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement. En partenariat avec le programme des Nations Unies pour l'environnement, la Fondation a réalisé plusieurs études. 2006-2007, une campagne de contrôle de sensibilisation des conducteurs quant aux effets des gaz d'échappement sur la santé. 2007-2010, 3 stations de mesure de la qualité de l'air ont été acquises et installées dans Marrakech. 2014-2016, un programme mené pour l'accompagnement de la région de Marrakech-Safi en matière de gouvernance régionale de qualité de l'air. 16-18, l'élaboration du plan climat territorial de la préfecture de Marrakech pour favoriser l'usage des transports en commun et fluidifier la mobilité en ville. Et enfin, en 18-19, il y avait une étude à laquelle j'ai participé, c'est l'étude de faisabilité pour l'introduction de la mobilité électrique des 2 et 3 roues dans la ville de Marrakech. Il y a Mazen, l'Agence marocaine pour l'énergie, plusieurs études aussi et projets ont été réalisés. 2019, en partenariat avec la GIZ, la cartographie du marché des usages de la mobilité 2 et 3 roues au Maroc, réalisée à Casablanca, qui a pour mission étude du marché des motocyclettes triporteurs à moteur thermique et élaborer la cartographie des usages des utilisateurs de ces engins. Et puis, il y a l'inférence des conclusions des études à l'échelle nationale. Et c'est un point très important. En 2017, il y a la réalisation d'un écosystème de transport électrique, installation de 4 usines par le groupe chinois Bae Auto Industrie, l'un des leaders mondiaux du transport électrique. Et puis, il y a d'autres éléments. C'est la 3e conférence internationale sur la mobilité durable qui a été tenue à Marrakech, organisée en 2019 par les autoroutes du Maroc, en partenariat avec la Fédération internationale des routes, sur le thème transport routier et mobilité durable pour un avenir durable. L'objectif, c'est la réflexion et le partage des expériences et la capitalisation des bonnes pratiques pour le développement d'un véritable écosystème autour de la sécurité du transport routier et de la mobilité durable. À ces points-là. Et puis, il y a le projet TRAX, c'est promouvoir les stratégies climat dans les secteurs des transports en partenariat avec le ministère de l'équipement, du transport, de la logistique et de l'eau, avec la GIZ 2019-2021. Ce projet est en attente de régler l'incident diplomatique avec les Allemands.
mais il vise les points suivants: soutenir l'évaluation et la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports, mise en œuvre des plans d'action sur les changements climatiques dans le secteur des transports, actualiser et mettre en œuvre la feuille de route sur la mobilité durable avec des scénarios de réduction intégrés pour les secteurs du transport et de l'énergie, renforcer la contribution du secteur du transport à l'INDECI et accroître les actions en faveur du climat dans les transports, c'est-à-dire qu'il est en relation directe avec le secteur du transport. Et bon, d'après ce qu'on a vu, il paraît bien là où il y a une politique volontariste, il y a des interventions et des actions qu'il faut valoriser et savoir utiliser pour accéder à la transition de la mobilité durable. Ce troisième point, c'est la mobilité urbaine. Constat et perspective pour une mobilité urbaine durable. Il faut distinguer entre deux types de transport. Bon, c'est un essai de concept, de définition de concept. Il y a le transport entre villes, pays et continents. Il est soit routier, maritime, aérien, ferroviaire ou bien fluvial. Et il y a le transport urbain à l'intérieur de la ville. Il est soit motorisé, individuel ou collectif, soit actif. Actif en opposition à motorisé, c'est soit par le vélo ou la marche à pied. Différentes instances internationales confirment que la contribution du transport à la pollution est très importante et beaucoup plus nocive dans les villes. Pourquoi? Les villes consomment actuellement près des 2/3 de l'énergie mondiale et produisent plus de 70% des émissions planétaires des gaz à effet de serre. Il y a un accroissement accéléré de la population urbaine au niveau mondial. La ville, espace restreint, avec une forte densité de la population. La montée des conflits augmente le nombre de personnes déplacées, dont 70% trouvent refuge dans les zones urbaines, ce qui conduit à une croissance des nuisances et des émissions des gaz à effet de serre et de leur impact sur l'environnement et la santé publique. Le phénomène de l'évolution de la mobilité urbaine, toujours. La mobilité urbaine évolue avec une vitesse fulgurante et représente un enjeu économique, social et environnemental considérable. Une augmentation continue des déplacements, essentiellement avec des moyens individuels, voitures et motocycles. L'augmentation des temps de transport, la mobilité prend une place importante dans le temps urbain, vu l'étalement des villes. Les phénomènes de congestion et de perte d'accessibilité engendrés, et cela influe aussi sur le temps de la mobilité. Une grande partie de l'espace urbain est consacrée au mouvement et au stationnement, surtout par les véhicules individuels. Alors, la population urbaine et rurale par continent en 2018, on voit bien là, voilà, bon, c'est en pourcentage par continent. Heureusement, l'Afrique, la population rurale, elle dépasse, je crois, 53, 54, contre 46. Selon les données de l'ONU, 2 personnes sur 3 habiteront dans les villes d'ici 2050, soit 2,5 milliards de personnes de plus. Concernant le Maroc, c'est les données de l'ACP, au commissariat au plan, d'après le recensement de 2014, on voit bien l'accroissement urbain du Maroc de 1960 à 2014, en passant de 29%, 29,1% en 1960 à 60,3% en 2014. Alors, l'accroissement de la population urbaine est de 2,1% entre les deux recensements, et le taux d'accroissement de la population rurale est négatif, ce qui fait bien les prévisions du ACP pour 2021, 63,9% c'est la population urbaine, et pour 2050, c'est 73,6%. Déjà, le taux d'urbanisation de la région de Casablanca, actuellement, il est de 73,6%. C'est là qu'est la concentration de la population dans les villes de la région, principalement Casablanca. Là, toujours des précisions conceptuelles. Le type de transport, généralement deux types.
commun et individuel. Il est propre à chaque ville et adapté à son environnement, densité, démographie, topographie, climat, étendue de l'espace urbain, etc. Ils permettent à les types de bien gérer les flux de personnes et de marchandises dans l'espace urbain. Le mode de transport, quant à lui, le mode de transport urbain, le mode de transport en commun, métro, tram, etc., et le mode de transport individuel, motorisé, voiture, covoiturage, taxi, 2 et 3 roues motorisées. Il y a le mode de transport actif par opposition au mode motorisé, le vélo et le roller, et il y a la marche à pied. J'ai avancé les concepts pour bien saisir le tableau. C'est les modes de transport utilisés en milieu urbain d'après le recensement de la population de 2014. Et j'ai en comparaison ici entre le total, le royaume, et la préfecture de Casablanca. Alors, concernant, je ne sais pas si vous suivez, pour se rendre sur le lieu de travail, c'est la population active occupée de 15 ans et plus, l'urbain, le total le royaume, on a la préfecture de Casa. Ici, c'est la marche à pied, le plus gros pourcentage. Au niveau national, c'est 38%. Au niveau de Casa, c'est presque 30%. Et c'est en jaune tout ce qui est moyen de transport individuel, que ce soit les voitures privées ou là le taxi. Individuel ou taxi qui sont utilisés par plusieurs personnes à la fois. On voit bien qu'à Casa, on a presque 20% de la population active occupée de 15 ans et plus, elle utilise la voiture privée pour se rendre au lieu de travail. Et 15,70% utilisent les taxis pour le même objectif. Les comparaisons au niveau national, c'est juste 15% ici, presque 15%, et 2,33% pour le taxi. Pour la population scolarisée, le total du royaume, c'est presque 70%, contre 61% pour la préfecture de Casa, c'est la marche à pied. La voiture personnelle, c'est très minime, c'est 6,30 pour Casa. Et le taxi, c'est 4% et 2,60 pour le taxi. Ce sont des indicateurs qui peuvent aider à la prise de décision ou bien à l'orientation des planificateurs. Il y en a qui planifient et gèrent la mobilité urbaine. C'est une grande question. Il y a plusieurs intervenants, plusieurs acteurs, et le problème se pose toujours surtout au niveau de la planification de la mobilité au niveau urbain. Alors, la planification urbaine prévoit et organise à terme un territoire de façon à concilier entre son urbanisation, l'effet à la politique de logement, de construction, de répartition des activités, de transport urbain, etc., avec les autres occupations. Parfois, il y a l'agriculture dans la ville, c'est la superficie de la ville et le périmètre urbain, en dehors du périmètre urbain. Les outils de planification urbaine, il y a le SDO, schéma directeur d'aménagement urbain, c'est un cadre de référence, c'est la planification. Il y a le plan de zonage, en attendant d'avoir le PA, on a un plan de zonage qui sauvegarde les orientations du SDO. Et puis, il y a le plan d'aménagement qui a un effet de 10 ans à partir de sa publication. Il définit l'affectation des différentes zones suivant l'usage principal prévu, les limites de la voirie, les espaces verts, les terrains de jeu, les monuments et les zones naturelles privées protégées, les règles de l'utilisation des sols et les règles applicables à la construction, les périmètres du secteur à structurer et à rénover. Alors, il y a, on remarque, tous ces documents d'urbanisme, plan de zonage et PA, ne précisent pas explicitement les modes de transport urbain ni l'organisation de la mobilité des personnes et des marchandises dans les villes. Il n'y a pas une précision sur comment on va gérer la mobilité urbaine et avec quels moyens, etc. Alors, la gestion de la mobilité urbaine est probablement l'un des plus gros problèmes qui se posent pour la ville et dont les instances élues sont confrontées. C'est pour cela qu'on fait appel à un autre outil de planification urbaine, le PDU, le plan de déplacement urbain.
Le plan de déplacement urbain définit l'organisation de la mobilité des personnes et des marchandises dans les périmètres urbains pour une durée de 10 à 15 ans, recense les besoins d'un espace urbain et permet d'en déduire un développement ambitieux des moyens de transport. L'enjeu, c'est mettre en cohérence les divers modes de déplacement des personnes et des marchandises, diminuer les nuisances environnementales, pollution atmosphérique et sonore et congestion du trafic, améliore la sécurité routière. Ça, c'est les enjeux de ce document. Et puis, il y a les domaines d'action, les domaines d'intervention des PDU, c'est gestion de stationnement, gestion de transport marchandises, management de mobilité, les mesures liées à la voiture, transport public, le vélo, la marche et conception de la voirie, espace public et apaisement de la circulation. Mais une grande question se pose et elle persiste. Le PA et le PDU, deux plans distincts. Généralement, le PDU vient après l'élaboration du plan d'aménagement. De ce fait, les prévisions du PDU, plan de développement de déplacement urbain, ne seront-elles pas parfois limitées par les décisions du PA, à l'exemple des emprises de la voirie, qui ne répondent pas aux besoins de mobilité des personnes et des marchandises selon le PDU. Surtout avec l'extension des villes, du périmètre urbain, des lotissements qui sont les extrémités des villes, avec une densité très importante, ou un quartier industriel qui est créé, et la voirie conçue par le PA, il ne permet pas les déplacements, il ne répond pas aux besoins de mobilité des personnes et des quartiers, des nouveaux quartiers. On a, si vous voulez, un décalage entre l'urbanisme formel, c'est un autre point, et on a, si vous voulez, un décalage entre le PDU et le PA, le plan d'aménagement. Mais il y a aussi un décalage très important entre l'urbanisme formel, c'est-à-dire d'après les documents d'urbanisme, et l'état d'urbanisation des grandes villes. Le décalage est aggravé par les débordements de dérogation sur les projets sans retombées économiques et sociales et qui ont généré un mode de production de l'urbain sans vision et sans cohérence d'ensemble. À l'exemple de Casablanca, l'expansion incontrôlée de la ville, et on peut le dire, sans déficit en équipement, la prolifération de l'habitat insalubre, l'insuffisance des espaces verts, la crise des transports en commun et la vision claire de développement de ville.